heures après des affrontements entre exploitants artisanaux de l'or à Diebougou dans la Bougouriba, de milliers d'orpailleurs se sont réfugiés à Kokologo dans le Bourkiemdé. De nationalité nigérienne, ils ont dû fuir en abandonnant tout sur place. Comment se passe la prise en charge sur place à Kokologo? Alors, gîte, constat à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, les commerçants de Boromo dans les Balais sont en difficulté depuis la fermeture de la gare routière. Boromo, ville carrefour, est devenue une ville morte, surtout pour les commerçants qui peinent à joindre les deux bouts. Explications à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, Donald Trump met ses menaces à exécution contre l'OMS. Après avoir régulièrement critiqué l'Organisation mondiale de la santé pour sa gestion de la crise mondiale provoquée par le coronavirus, le président américain a annoncé ce mardi 14 avril le gel du financement américain. La contribution américaine représentait 17% du budget de l'organisation en 2017. Bonjour et ravi de vous retrouver. Un nombre important de populations déplacées sont arrivées à Kokologo dans le Bourkiemdé depuis la semaine dernière. Ces déplacés de nationalité nigérienne ont dû quitter Diebougou dans le sud-ouest du Burkina Faso après un conflit sur un site d'orpaillage. Kokologo, la population s'est organisée avec les autorités locales pour assurer le minimum à ces déplacés dont le nombre est de plus en plus croissant et qui franchit aujourd'hui la barre de 1200 personnes. Reportage d'Ompakouda, Vincent Tiendrebero. Du jour au lendemain, Kokologo s'est retrouvé avec son lot de réfugiés. Des orpailleurs de nationalité nigérienne qui sont venus de Diebougou dans le sud-ouest. Tout est parti depuis le vendredi matin quand la police a reçu une soixantaine de personnes qui étaient de passage, qui étaient avec leurs baluchons. Et comme vous voyez la situation sécuritaire, le commissariat a trouvé bon de les intercepter pour les identifier. Donc on était le vendredi matin, on était à 60 personnes. Maintenant, au fur et à mesure, on voyait que il y avait plus de personnes. Le vendredi soir, on était à près de 600 personnes. Hier mardi, leur nombre avait atteint 1223 personnes. Tout serait parti d'un conflit sur un site minier artisanal où une personne a trouvé la mort, occasionnant ainsi ce déplacement massif. Pas de moyens de transport pour eux dans un contexte de crise sanitaire. On marche avec les filles, peut-être si nous venons dans un village, nous trouvons qu'il y a des gens les gens sont fatigués avec le autoroute là, 2 km, 3 km, puis civil là, c'est à cause de ça, petit à petit, jusqu'à nous vient ici. Prise de cours, population et autorités locales ont activé une chaîne de solidarité pour leurs hôtes en détresse. Vous voyez 1200 personnes sur un site pareil au niveau de l'aire de l'école, c'est pas simple avec, bon, vous savez, avec la pandémie, tout le monde est inquiet et tout, et donc, mais je pense que la population a compris et depuis vendredi, bon, avec les CVD, les conseillers, on a essayé d'apporter ce que nous avons, en tout cas pour les soutenir en attendant, puisque c'est des personnes qui sont dans la détresse. Ici, là, vraiment merci, monsieur le gouverneur, madame le gouverneur, monsieur le maire, les autorités, vraiment, il y a beaucoup d'accueil. Et la santé, là, vraiment, c'est bon, il n'y a pas de problème. La femme du village, toujours, on mène de l'eau ici, la mangue. Vraiment, nous sommes tranquillement, il n'y a pas de problème. Une équipe médicale est même déployée sur place pour le suivi de la santé de ces déplacés avec les moyens de bord. On a reçu 173 patients. Cliniquement, on n'a pas encore eu un cas suspect de Covid-19. Mais la majorité des malades que nous avons reçus, c'est des gastro-entérites qui sont certainement liés à la promiscuité, leurs conditions de vie et de travail. C'est des gens qui ont marché pendant, pour certains, 3 jours, 5 jours pour d'autres. Donc, les traumatismes au niveau des membres, on n'est pas du tout équipé. Nous faisons avec ce que nous avons. Ces citoyens nigériens n'ont qu'un souhait, rentrer dans leur pays au moment où les frontières sont fermées et les transports en commun suspendus en raison du Covid-19. Au moment où nous quittions les lieux, le consul général du Niger était annoncé.
Et puis retour au Bercail pour une dizaine de jeunes burkinabés de retour du Sénégal entre marche et autostop. Fermeture des frontières oblige, ils ont pu regagner leur bon goût natal après 5 jours. Ces jeunes s'étaient rendus au Sénégal. Par ailleurs de leur état, les sites étant fermés sur place au Sénégal, ils étaient contraints au retour. Ils ont dû traverser 3 pays malgré la fermeture des frontières pour arriver au Burkina. Rasmane Zoundi, Amadine Lalsaga pour des détails. Ils étaient sur le site aurifère du Sénégal. Mais l'avènement du Covid-19 en a décidé autrement pour ces jeunes burkinabés. Une dizaine au total, nous les avons rencontrés à Manga, en partance pour Gongouskou, leur ville natale. Leur histoire, la voici. Notre travail là n'a pas bien marché. Ils ont fermé la route. Les travaux aussi, ils ont fermé. Donc nous, on n'a pas l'argent pour manger encore. Donc on s'est levé pour rentrer à la maison. Mais il n'y a pas l'argent. Comme nous, on parle là même, on ne sait pas ce qu'on va aller dire à la maison, quoi. Voilà, parce qu'il n'y a rien en masse comme ça maintenant, c'est Dieu, mais c'est nous qui nous regarde, sinon il n'y a rien. C'est un retour au Bercail aux conditions Covid, avec des frontières fermées, les villes en quarantaine, le tout accompagné d'un couvre-feu la nuit tombée. Voilà ce que ces jeunes retiendront sans doute de leur séjour en terre sénégalaise. Là, ça fait difficile, parce qu'on a marché à pied, jusqu'à là-bas à Ouaga. Alors, non, on n'avait rien, c'est des gens qui nous soutiennent. Nous, on dort à côté de la route là. Si la nuit est rentrée, nous on dort à côté de la route. Comme ce que nous masse là, si Courfel arrive, nous on va dormir sur la route là. Et vous allez où? À Boussoukou. Avec tous les risques, ces jeunes ont traversé le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Après 5 jours de périple fait de marche et d'autostop, les voici à destination. Et cela en dépit de la fermeture des frontières des pays traversés. Et puis à Gawa, les autorités font ce qu'elles peuvent pour faire respecter le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Si à 19h prévu pour le début du couvre-feu, les populations se pressent pour rentrer, certains récalcitrants tentent toujours de braver ces deadlines. Le reportage de Elvis Tuina et de Amidou Kipsi Nana sur place à Gawa. Une demi-heure avant le couvre-feu au commissariat de police de Gawa, une vingtaine d'éléments de la compagnie républicaine de sécurité et du commissariat reçoivent leurs dernières instructions. Le mot d'ordre, c'est éviter la violence lors de vos patrouilles si toutefois vous venez à croiser des récalcitrants. Au secteur 2 de Gawa, la patrouille intercepte des usagers qui sont encore dehors après l'heure du couvre-feu. Cet usager n'a pas de laisser-passer, sa moto est embarquée. Quelques minutes après, cet automobiliste est soumis à un interrogatoire. L'homme est finalement prié de rentrer chez lui. En tout cas, ils sont dans l'air droit. Moi, je n'ai rien contre eux, hein. C'est normal. Pour moi, je suis de la santé, là. C'est pour notre commune. Voilà, donc, ils m'ont vérifié ma pièce. Voilà, bien, j'ai donné les explications aussi. Pourquoi je suis dehors à cette heure. Comme il y avait des malades, là, voilà, ils étaient en train de gérer, là. C'est ça qui fait que j'ai un peu pris le temps. Sinon, je suis au courant que le Covid soit à 19h. Au secteur 1, ce jeune homme est pris dans les mailles du filet des FDS. Aucune raison valable ne lui permet d'être ici à cette heure. Il ira passer la nuit au commissariat de police. Et le piéton, voilà, il nous dit qu'il vient de quitter le marché et qu'il se rend à la gare. Bon, on a demandé s'il était informé du couvre-feu. Il a dit effectivement il est au courant du couvre-feu. On a demandé l'heure du couvre-feu, il a donné. Mais il est quand même au dehors, il se retrouve au dehors. Donc nous allons l'embarquer. Il va passer la nuit avec nous et demain, on va juger de l'opportunité de le libérer. La nuit se poursuit sous une pluie battante. Le groupe d'intervention rapide patrouille dans une cité de Bafoudi calme. Si le couvre-feu semble globalement respecté à Gawa, quelques fautifs sont signalés par endroits. Et à Boromo dans les Balais, les commerçants de la ville éprouvent des difficultés depuis la fermeture de la gare routière. Boromo est une ville carrefour et les activités commerciales sont menées aux abords de la grande voie ou à la gare routière. Avec la fermeture de cette gare, Boromo est devenue une ville morte. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo pour le constat. Des boutiques fermées, des tables vides, c'est le constat fait ici à la gare routière de Boromo. La vente de viande, d'oignons et de sésame sont entre autres activités que les commerçants menaient dans cette gare routière
poumon économique de la ville. Après l'arrêt de circulation des sociétés de transport et ensuite la mise en quarantaine de la ville afin d'éviter la propagation du Covid-19, les autorités communales ont décidé de la fermeture de la gare. Un coup dur pour les commerçants. Nous sommes là presque un mois, on ne vend pas. On va faire comment? Sincèrement dit, là, ça ne va même pas. On n'arrive même pas à subvenir à nos besoins. Ce n'est plus coronavirus, c'est corona misère. Amina Taïkira, elle, a beaucoup perdu après la fermeture de cette gare. Tout le pays passe par là. On ne se plaignait pas. Mais depuis la fermeture de la gare, on ne vend plus rien. Nos marchandises sont gâtées. On a même distribué à des gens pour avoir la bénédiction. Sinon, ça va se gâter. Les oignons et les pommes de terre sont aussi gâtés. En plus de la fermeture de ces commerces, Issouf Gira s'inquiète quant au paiement des factures Sonabel et ses devoirs envers la banque. On a appris que pour les compteurs de 5 ampères, on doit payer la moitié par mois. Mais comme tout est fermé, on va avoir l'argent où? Deuxièmement, comment on va gérer nos crédits en banque? Que Dieu fasse que la maladie disparaisse pour qu'on puisse reprendre nos commerces. La fermeture de la gare impacte aussi la mairie. En effet, cette gare routière génère plus de 20 millions de francs CFA comme recette fiscale chaque année. C'est un pincement donc au cœur, donc je m'adresse vraiment donc à vous. Ça joue négativement sur le budget donc communal. Et la gare donc nourrit donc assez donc de familles. Et la fermeture quand même donc a un impact très négatif quand même donc sur la vie donc de nos populations. Face à cette situation, certains commerçants proposent la réouverture des voies et des gares avec une rigueur dans le respect des mesures d'hygiène. Ouvrez les frontières et mettez le paquet sur les mesures d'hygiène et de protection. Actuellement, les problèmes dépassent le coronavirus. Et arriver, tous les passagers peuvent laver leurs mains avant de rentrer dans le véhicule et puis se protéger. Arriver ici à Boromo, ici aussi, nous aussi on peut essayer de voir dans nos différents coins, essayer de soumettre les trucs aux passagers de laver leurs mains, tout. Pour venir en aide à ces commerçants malheureux, la mairie envisage deux solutions pour le moment. Concrètement, donc, au niveau donc, de la mairie, on a mis en place donc, un comité chargé donc, de mobiliser donc, des ressources pour venir donc, en aide aux personnes donc, vulnérables donc, de notre donc, commune. En plus donc, de cela, vous voyez donc, le marché donc, la gare donc, de Bourmont donc, est fermée. On a identifié donc, un site en tout cas, donc, pour installer donc, des marchands qui vendent donc, des produits donc, frais. La gare routière pourrait être réouverte si et seulement si l'évolution de la maladie à Covid-19 le permette, au grand bonheur des commerçants selon le maire. À Dori, dans le Sahel du Burkina, le restaurant du centre universitaire est rouvert aux étudiants, mais avec l'application stricte de mesures barrières. Constat avec Pinidi Niamou. Il est 12h ou l'heure de la restauration à l'université de Dori, c'est 13 avril. Pour accéder à sa ration alimentaire, l'étudiant doit systématiquement laver ses mains au savon et respecter les mesures de distanciation. Ils avaient déjà été sensibilisés et les délégués vraiment ont joué un grand rôle. Donc ils nous ont aidés vraiment à sensibiliser leurs camarades. Et si vous allez remarquer, vous allez voir que, en tout cas, il y a un certain ordre qui sera là. On a insisté sur ça parce que le début est très important. Comme on reprend dans ces conditions-là, il faut que chacun nous aide vraiment à respecter effectivement les règles édictées là par le ministère de la Santé. Au niveau de la cuisine, on a du savon, on utilise eau de javel. Donc on a des nappes aussi, si on finit de laver les assiettes et puis les plats, on couvre tout. On nettoie même le mille, on nettoie tout. La distanciation, le lavage des mains, oui, mais le souci de l'étudiant de Dori est d'avoir aussi des cache-nez pour mieux se protéger contre la pandémie. Du côté étudiant, surtout le volet cache-nez, si vous constatez, il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas avec le cache-nez. C'est là il dit en conditions financières ou qui ne pourront pas vraiment permettre à certains de payer ça pour pouvoir se protéger à tout moment. Qu'il y ait des renforcements pour que tous les étudiants soient protégés
Et si vraiment il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent venir en aide, nous souhaitons vraiment que ces personnes-là se manifestent. L'ouverture des restaurants universitaires est effective sur l'étendue du territoire ce 13 avril. Le prix du ticket de la restauration fixé à 100 francs est revu à la baisse. 50 francs CFA jusqu'au 26 avril, mesure sociale due au Covid-19. Et puis le NTD et la structure Koyanga Service répondent à l'appel du gouvernement burkinabé. Ils ont fait donc de matériel d'hygiène au conseil régional de la région des Hauts-Bassins, notamment du savon, de l'eau et des dispositifs de lave-mains, du matériel très utile dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Hassan Gourabou, Kadourou Menki, sur place à Bobo pour les détails. 30 cartons de savon, 20 kits de lave-mains et 2000 cache-nez. C'est l'apport du NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, dans la lutte contre le Covid-19. Un geste qui se veut une réponse à l'appel du président du Faso pour une solidarité agissante contre le Covid-19. Et on a choisi Boro parce que Boro, quand même, c'est la deuxième force. Alors donc, c'est notre soutien à l'action du président. Même élan de solidarité suivi par la structure Koyanga Service, section Bobo Djoulasso. Pour la composition du don de ce matin, vous avez 500 paquets d'eau, soit 6000 bidons d'eau. Vous avez 4000 boules de savon. Vous avez 120 bouteilles de gel hydroalcoolique. Vous avez 2500 kilos de riz et 50 kits de lave-mains. Des dons bien accueillis par les bénéficiaires pour qui ce lot de matériel sera d'un apport capital dans la lutte contre cette pandémie. C'est l'occasion toujours d'interpeller aussi l'ensemble des acteurs, toute la population, en tout cas à contribuer d'une manière ou d'une autre à cette lutte contre la pandémie au coronavirus 19. Les donateurs du jour entendent sillonner plusieurs villes du Burkina avec le même objectif, apporter leur part contributive dans la lutte contre la maladie à coronavirus. À l'étranger, le FMI prédit une récession mondiale inédite. Les conséquences économiques du grand confinement, comme l'appelle désormais le FMI en référence à la Grande Dépression de 1929, ne vont pas épargner aucun continent. Dans ces perspectives, l'économie mondiale, publiée ce mardi 14 avril, le Fonds monétaire international prévoit une contraction de 3% du produit intérieur brut de la planète en 2020, en prenant l'hypothèse d'une diminution de la pandémie de Covid-19 au second semestre de cette année. Cette année, l'économie mondiale devrait connaître la pire récession depuis les années 30. En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, les dernières perspectives du FMI affichent une croissance mondiale en baisse de 3% cette année, pour atteindre ensuite 5,8% l'an prochain si la pandémie s'estompe au second semestre 2020. Un désastre économique qu'analyse le directeur adjoint du département de recherche du FMI. C'est un choc sans précédent. Nous avons fermé d'importants secteurs de l'économie. Lorsque vous en rouvrez, vous partez d'une base très faible, mais l'activité économique reprend progressivement. Même si de nombreux pays ont adopté des programmes de maintien dans l'emploi, le chômage augmentera fortement à travers le monde. C'est pourquoi il est si essentiel que les gouvernements prennent des mesures vraiment draconiennes pour empêcher les entreprises de faire faillite et pour empêcher les travailleurs de perdre leur salaire. Il s'agit également d'un très gros investissement pour préparer l'économie à redémarrer. La propagation du virus sur l'ensemble de l'Europe a provoqué une chute brutale de l'économie. Le FMI prévoit un recul du PIB de la zone euro de 7,5%, soit plus que dans d'autres régions. La raison d'un déclassement extrêmement marqué par rapport à d'autres pays est simplement que l'épidémie a eu un impact beaucoup plus important sur l'Europe que sur les autres parties du monde. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe ont annoncé un plan de sauvetage la semaine dernière pour venir soutenir l'économie de la zone euro, des mesures qui pourraient avoir des effets limités au regard de l'ampleur de la crise. Et je vous le disais en titre, Donald Trump met ses menaces à exécution contre l'OMS
Après avoir régulièrement critiqué l'Organisation mondiale de la santé pour sa gestion de la crise mondiale provoquée par le Covid-19, le président américain a annoncé ce 14 avril le gel du financement américain. La contribution américaine représentait 17% du budget de l'organisation en 2017. Le coupable était tout trouvé. Après avoir menacé Donald Trump à Séville, il a suspendu la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, accusant l'institution de mauvaise gestion et d'avoir dissimulé la propagation du virus. Si l'OMS avait fait son travail et avait envoyé des experts en Chine pour évaluer objectivement la situation et dénoncer le manque de transparence de la Chine, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts par rapport à aujourd'hui, a martelé le président américain. Cela aurait sauvé des milliers de vies et aurait empêché les dégâts sur l'économie mondiale. Les États-Unis financent l'OMS à hauteur de 400 millions de dollars annuels, une perte malvenue en ces temps de pandémie. Sous le feu des critiques en pleine campagne électorale, Donald Trump est aussi engagé dans un bras de fer avec le gouverneur de New York. Alors que le président veut relancer l'économie dès que possible, Andrew Cuomo a réitéré ses mises en garde. Pas question de lever les restrictions avant que le virus ait considérablement reculé dans l'épicentre new-yorkais. Au total, les États-Unis, pays le plus touché au monde, ont enregistré près de 26 000 décès, dont 40% dans l'État de New York. 600 000 cas ont jusqu'ici été recensés. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. La traditionnelle conférence de presse de l'opposition politique fait la une de plusieurs journaux ce matin. L'opposition demande une enquête parlementaire, titre aujourd'hui au Faso, et c'est à propos du traitement des malades du Covid-19 au CHU de Tengango. Dans ce point de presse, Edi Komboyogo du CDP parlant au nom du CFOP rejette le budget du plan de riposte contre la pandémie, plan que le leader politique considère comme une nouvelle voie royale pour le parti au pouvoir pour piller les maigres ressources du pays. Même titre à la une du journal Le Pays où Edi Komboyogo voit d'un mauvais œil l'initiative du président de l'Assemblée nationale de collecter des fonds pour soutenir la lutte contre le Covid-19. C'est une confusion de rôles, un désordre institutionnel et un populisme qui n'apporte pas de la plus-value au combat contre la pandémie, critique de l'opposition politique rapportée par le journal. Le quotidien souligne l'appréciation que fait l'opposition du traitement des malades à Tengango, un traitement inhumain, accuse Edi Komboyogo, qui se base sur le témoignage de plusieurs proches de malades. Pour se rendre compte de la réalité, l'observateur Palga entraîne ses lecteurs dans les entrailles du CHU de Tengango, qui fait l'objet de tous les récits à vous glacer le sang dans la presse et surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est un CHU où le journal a rencontré un personnel satisfait pour le moment des moyens dont il dispose. Malgré les critiques virulentes qui ont fait l'effet d'une incision sans anesthésie sur les blouses blanches, c'est un personnel soignant motivé que nous avons trouvé, écrit l'observateur Palga. Des patients se réjouissent de l'amélioration de leur santé alors qu'ils sont bien pris en charge par l'équipe médicale. Parmi les patients, un journaliste connu pour ses critiques acerbes sur la gestion de la pandémie note de bons points dans la prise en charge, sauf que ce n'est pas encore la perfection. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.